Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici à présent les titres de ce journal. C'est ce matin que s'est ouvert le procès pour enrichissement illicite présumé de Karim Wade, le fils de l'ancien président sénégalais. Sa défense dénonce un procès de la honte destiné à éliminer un rival potentiel à l'actuel chef de l'État, Macky Sall. En Guinée, depuis hier, tous les drapeaux sont en berne suite à la tragédie sur une plage de Conakry et qui a fait 34 morts. Des mesures ont été prises. Parmi elles, une opération de démolition a été lancée à la plage de Rogban. Bonjour à toutes et à tous et merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. En ouverture de ce journal, le procès pour enrichissement illicite présumé de Karim Wade, le fils de l'ancien président sénégalais. Karim a été conseiller puis ministre de 2000 à 2012 d'Abdoulaye Wade. Sa défense dénonce un procès de la honte, je cite, destiné à éliminer un rival potentiel de l'actuel chef de l'État Macky Sall. Nous retrouvons en direct de Dakar notre correspondante permanente Louise Tina-Sagna devant le palais de justice. Louise, que peut-on retenir de ce procès qui vient de s'ouvrir ? Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, Karim, sera jugé aujourd'hui ici par la Cour de répression et de l'enrichissement illicite. Incarcéré à la maison d'arrêt de Rebeuss depuis avril 2013, l'ancien ministre est accusé d'avoir acquis de manière illicite une fortune estimée à 117 milliards de francs CFA. Il va comparaître avec 7 autres personnes accusées de complicité. Environ 77 témoins et une trentaine d'avocats sont attendus au procès. Derrière moi, devant le palais de justice de Dakar, beaucoup de personnes cherchent à assister à ce procès. Un important dispositif de sécurité est également noté. Mais tout se passe dans le plus grand calme. Karim Wade est arrivé dans les locaux du palais de justice à 9h20, 10 minutes avant sa mère Viviane Wade. Le président Abdoulaye Wade, lui, est toujours attendu sur les lieux. Voilà, Louise Tina-Sagna depuis Dakar. Je rappelle que Louise est notre correspondante permanente dans la capitale sénégalaise. Volet santé à présent, virus Ebola. Autre fait marquant ce matin, le Libéria, l'un des 4 pays touchés, a fermé ses écoles. Et l'on dénonce la progression alarmante de la fièvre hémorragique. C'est la mesure la plus radicale prise depuis le début de l'épidémie dans l'ouest de l'Afrique. Les autorités du Libéria ont décidé mercredi de fermer les écoles du pays. Dans les autres foyers de l'épidémie du virus Ebola, comme en Sierra Leone, la progression du virus est alarmante. On voit bien que les gens ont peur, ils regardent derrière les bâches et observent les patients. Et ils savent que certains ont peu de chances de survivre. C'est horrible. Depuis le début de l'épidémie en janvier, 3 pays de l'Ouest africain sont touchés de plein fouet. D'abord la Guinée, puis le Libéria et la Sierra Leone. Mercredi, un premier cas a été recensé au Nigeria. L'inquiétude gagne les rues de la capitale Abuja. Le gouvernement devra informer ses citoyens du virus à la télévision, dans les journaux, les magazines. Ça devrait être relayé partout. Il devrait s'assurer que même dans les villages, les gens soient au courant de ce virus et comment le prévenir. Les experts craignent donc la contagion à toute la région de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a des frontières communes avec le Libéria et la Guinée. Et dans le pays, les spécialistes sont sur le pied de guerre. Surveillance épidémiologique, renforcement du contrôle sanitaire aux frontières, mise en place d'un dispositif de prise en charge des malades. Ensuite, mesures de précaution du personnel de santé. Vous savez que le personnel de santé est en première ligne dans cette lutte-là. Donc mettre à leur disposition des équipements de protection pour pouvoir les protéger. L'ONG Médecins sans frontières a jugé la situation hors de contrôle. Les dernières grandes épidémies ont frappé entre 400 et 500 personnes. Cette fois, plus de 1200 cas ont été recensés et 670 personnes sont décédées. Au Cameroun, la riposte s'organise suite aux attaques répétées de Boko Haram. La secte terroriste a causé d'importants dégâts dans certaines localités du pays. L'armée camerounaise renforce son dispositif. 2 responsables militaires viennent d'être limogés par le chef de l'État, Paul Biya. Après la tempête de feu de ces derniers jours, déversée sur les localités de Hile Alifa, Bagaram et Kolofata par les terroristes de Boko Haram, le calme est revenu dans la région de l'extrême nord. Malgré un bilan qui reste à préciser et que des sources introduites qualifient de lourd de part et d'autre, l'armée camerounaise a tout de même réussi à préserver l'intégrité du territoire en repoussant les assauts de cette bande armée.
Au cours des 3 dernières attaques, cette organisation a à chaque fois déployé des effectifs de la taille d'un bataillon, en moins 400 personnes, une logistique et un armement lourd digne d'une armée régulière. De même qu'un mode opératoire qui confirme que l'on fait face à une organisation bien structurée qui prend le temps de planifier ses attaques en usant de toutes sortes de subterfuges pour atteindre ses objectifs. Après le revers subi, Boko Haram semble avoir pris la pleine mesure de nos forces et s'est ajusté en conséquence. Face à cette nouvelle donne, des sources proches de la hiérarchie militaire indiquent que des renforts en hommes et en matériel sont acheminés sur le terrain. Cette densification des moyens s'accompagne d'une réelle mutation dans la stratégie déployée jusqu'ici. Une stratégie qui devrait concerner l'attitude et le comportement des hommes engagés dans ce combat. Par ailleurs, il n'est pas exclu d'observer dans les prochains jours l'entrée en action de la 3e dimension. Des hélicoptères et des avions de combat devront appuyer les opérations au sol. Au-delà des missions de reconnaissance, ces aéronefs vont faire valoir leur puissance de feu afin de consolider la supériorité des forces camerounaises sur cette nébuleuse qui a démontré sa capacité à mener en quelques jours 3 attaques sur 3 fronts avec une relative efficacité. Malgré le traumatisme subi, les populations quant à elles devront continuer à apporter leur contribution à l'effort de guerre à travers la fourniture du renseignement. Dans le reste de l'actualité, le Proche-Orient, l'attaque d'une autre école de l'ONU du camp de Jabalia ce mercredi a été particulièrement meurtrière. Retour sur une journée qui a fait 111 morts côté palestinien et 3 côté israélien. 7 hommes blessés à la jambe est évacué en catastrophe vers cette ambulance. Partout, ce sont les mêmes scènes. La panique règne aux abords du marché de Shedjaya. Ceux qui ont survécu tentent de venir en aide aux blessés. Des blessés, il y en a eu plus d'une centaine lors de ce bombardement à l'est de Gaza. Une journée meurtrière. Plutôt, c'est une école des Nations Unies qui a été visée. Ici, quelques 3000 Gazaouis pensaient avoir trouvé un refuge. L'attaque a été condamnée par les États-Unis et l'ONU. C'est scandaleux, c'est injustifiable. Les responsabilités doivent être déterminées et justice doit être rendue. C'est la 2e fois en moins d'une semaine qu'une école des Nations Unies est bombardée. Israël tient pour seul responsable le Hamas. L'État hébreu l'accuse d'utiliser tous ses civils comme bouclier humain. Il y a eu un tir de mortier juste à côté de l'école. Des échanges de tirs se sont engagés avec nos forces. Nous sommes actuellement en train de réexaminer ce qui s'est passé avec les différentes possibilités. L'armée israélienne a annoncé l'ouverture d'une enquête. Elle a également qualifié ce nouveau bombardement de réelle tragédie. Et les États-Unis confirment avoir réapprovisionné l'armée israélienne en munitions et en armement cohérent avec les objectifs de sécurité de l'État hébreu, commente Washington, qui a dans le même temps condamné les frappes contre les écoles de l'ONU. De son côté, l'armée israélienne annonce la mobilisation de 16 000 réservistes supplémentaires, portant leur nombre à 86 000. On en vient à présent à l'autre titre de cette édition. En Guinée, depuis hier, tous les drapeaux sont en berne suite à la tragédie qui s'est produite sur une plage de Conakry. On parle de 34 morts, dont 18 filles. Cette plage a une capacité d'accueil très limitée. Or, 4000 tickets auraient été vendus. Le dispositif de sécurité était complètement dépassé par la marée humaine. Des mesures ont été prises à ce sujet. Une opération de démolition a été lancée à la plage de Rockban. Cette fois-ci, la fermeture des plages est effective. Cet après-midi, à la plage de Rockban, l'opération de déguerpissement est lancée. Sur instruction du chef de l'État, le gouverneur de Conakry, en compagnie de la police et de la gendarmerie, a démoli tous les restaurants et kiosques. Tous les encombrants physiques, on ne les laisse pas. On n'est pas là pour détailler qui c'est fait, qui est responsable, non. La justice fera son travail. Et j'interdis toute communication aux forces de sécurité si l'ordre n'est pas donné. En déguerpissant ces cabarets, une équipe d'investigation est aux côtés pour faire l'inventaire des biens afin de les restituer aux propriétaires.
Le maire de la commune de Ratoma a rencontré les chefs de quartier, conseillers communaux et les imams pour expliquer l'intérêt de l'opération. Il était question de prendre des mesures sécuritaires, sensibiliser les chefs de famille, mais également des dispositions à prendre pour l'inhumation des corps. On s'est organisé en commission. Moi, je dirige la première commission qui doit se rendre tout de suite là à Bantunka pour assister à l'enterrement. Un autre groupe dirigé par Mansaré doit se rendre à Ratoma pour assister aussi à un autre enterrement. Nous avons alors là, la situation en main des gens qui sont morts. Et nous sommes en train de chercher à joindre les familles. Le bureau a déjà bougé, c'est moi qui dois bouger en dernière minute pour aller assister des différentes familles. Après l'opération de déguerpissement, un poste de police va veiller à l'application des décisions de l'autorité. C'est la troisième fois qu'un tel drame se produise sur les plages de Conakry cette année. Un mot de culture avant de refermer cette édition. SOS Monument, le groupe Africable s'engage. C'est la teneur de la convention signée ce mercredi par le ministère malien de la Culture et le groupe Africable. Objectif, faire de la ville de Bamako une cité attrayante à travers ses édifices. Par cette initiative, le groupe participe à une œuvre citoyenne, nous dit ici ce commentaire signé Daouda Kamati. Depuis la construction des monuments dans la ville de Bamako, 4 motifs ont sous-tendu leur bien fondé, notamment la nécessité